au-delà des actions de boycott, du refus pour les artistes d'aller se produire en Israël, des actions qu'on peut mener sur le terrain à l'occasion d'événements culturels ou pseudo-culturels organisés par l'ambassade ici en France. Moi, ce qui me semble vraiment important de réfléchir à faire, surtout dans la perspective du l'an prochain, 2018, je ne sais pas si vous le savez, va être l'année de la culture israélienne ici en France, donc on va en avoir des événements pseudo-culturels de promotion de l'État d'Israël. Ce qui me semble vraiment important, c'est de réussir à développer des partenariats alternatifs qui permettent à d'autres artistes israéliens et palestiniens naturellement de venir présenter leurs travaux, leurs œuvres ici en France. Des plateformes alternatives qui ne seraient pas liées aux missions diplomatiques israéliennes, aux bureaux officiels ou pseudo-officiels israéliens ici en France, mais qui permettraient pour le coup réellement de construire des ponts de dialogue. Je cite pont de dialogue parce que c'est un de ces clichés qui sont avancés pour défendre soi-disant les événements pseudo-culturels israéliens menés ici en France. Mais enfin, vous n'allez pas briser ces ponts de dialogue que nous, à l'ambassade, nous faisons en vous amenant nos artistes ici en France. Non, c'est-à-dire des vrais ponts de dialogue, et en particulier, c'est quelque chose dont on parle aussi dans le livre, on n'en a pas parlé ce soir, mais en particulier le fait que la culture qui est mise en avant autant à l'intérieur d'Israël pour ce qui est des dépenses gouvernementales, mais aussi et surtout à l'extérieur d'Israël pour la distribution à l'étranger, c'est une culture ashkénaze, c'est une culture blanche, qui est encore une fois en contradiction avec la culture qui est consommée par la population israélienne, qui, il faut le rappeler, en Israël, la majorité des gens ne sont pas blancs, ne sont pas ashkénazes, ils sont arabes, juifs arabes ou musulmans arabes, mais la majorité des Israéliens, des gens vivant en Israël, sont d'origine arabe, et donc sont assez peu sensibles au violon ashkénaze, aux danses, enfin, aux spectacles d'art contemporain occidentaux, et à ce type d'événements produits et diffusés vraiment à destination de l'Occident. Donc, à mon sens, ce qui serait intéressant, ce serait de permettre aux productions qui n'ont pas voix au chapitre, qui ne sont pas soutenues en Israël, parce que quand même, juste pour la parenthèse, on a découvert en le traduisant que la production artistique orientale, arabe, en Israël, c'était évidemment celle qui avait le moins de subsides au ministère de la Culture, et c'est ridicule, c'est quelque chose comme... Oui, pas 2%, et c'est sous la bannière folklore et patrimoine, c'est-à-dire, allez hop, folklore et patrimoine, alors que c'est quand même la culture de la majorité des habitants de ce pays. Donc, permettre à ces artistes, à ces productions culturelles, quelles qu'elles soient, de venir, d'être montrées ici en France, il me semble que ça pourrait être une belle alternative aux événements officiels dont la plupart seront la pure propagande de l'année prochaine, en 2018. C'est malheureusement certain. Oui, sur les actions qu'on posait, parce que ça a l'air, ok, qu'est-ce que moi, citoyen, je peux faire au niveau de boycott culturel, au boycott universitaire? Quand on pense au boycott académique, je n'achète pas des avocats, je n'achète pas des droits de Jaffa, etc. Alors, évidemment, je ne suis pas contre le boycott culturel, puisque, comme je dis, je ne divise pas la campagne. Il y a une campagne, menée par les Palestiniens, ben on la suit.
je dis, le boycott économique est facile, mais je dirais, il n'a ni la portée symbolique ni la portée concrète qu'il y a les boycotts universitaires et culturels et sportifs. Les boycotts économiques, si vous voulez être vraiment pesé sur l'économie israélienne, il faudra boycotter la première exportation israélienne, qui est l'exportation sécuritaire militaire. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup ici qui achètent un drone le week-end en disant tiens, je vais m'acheter un D9, un Caterpillar télécommandé. Donc ceux qui le font, vous arrêtez maintenant. On n'achète plus de drones. Par contre, c'est quoi? C'est le boycott universitaire. Le boycott universitaire, c'est d'abord ouvrir la brèche à des jeunes, et à des professeurs existants et à des autorités universitaires de pouvoir dénoncer les accords de coopération universitaire, c'est dénoncer les coopérations entre centres de recherche, c'est couper les relations entre les syndicats des étudiants. Sauf qu'on parle de gens qui sont en poste et qui peuvent subir de pression. Donc, une chose, c'est donner un appui qui est à la fois un appui citoyen, mais aussi un appui de ce qu'on appelle les professeurs émérites, ce qu'on appelle c'est-à-dire ceux qui sont à la retraite, les universitaires à la retraite. C'est par exemple quelque chose que je ne comprends pas, pourquoi les universitaires à la retraite ne se mettent pas et signent et appellent leurs anciennes universités, l'union d'étudiants, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement concret. En plus, il y a des informations. Il faut savoir, c'est que une des choses, c'est les fantasmes de pouvoir. C'est-à-dire, dans les milieux militants, on a tendance à y croire que voilà, les sionistes, c'est des gens tentaculaires, pouvoir, ils sont partout. Il faut arrêter de le dire parce que leur pouvoir vient du fait qu'on pense qu'ils ont beaucoup de pouvoir. Donc, ça, c'est extrêmement, et je le dis extrêmement sérieusement, je l'ai toujours cru, mais ça m'a été en français, suite à la lecture d'un interview dans le journal israélien Haaretz avec le président de l'Union de présidents de communautés juives aux États-Unis. Vous voyez, le journaliste, il y a quelques années, le journaliste d'Haaretz l'a dit, mais d'où vient votre pouvoir alors que la communauté juive américaine, au fond, n'est pas si grande que ça? Il vient du fait que tout le monde est sûr qu'on a plein de pouvoir. Et nous, on ne fait rien pour dire le contraire. Donc, je dis, ça c'est un exemple extrêmement important. C'est-à-dire, plus on entend BDS, plus on pense qu'on n'est pas à 22 ce soir, ou 25. Non, non, on est plein. Donc il faut que les directeurs d'université, les syndicats des étudiants et des professeurs et des colloques universitaires reçoivent des lettres en disant et ils vont recevoir une, ils vont recevoir deux, ils vont commencer à penser qu'il y a beaucoup de gens derrière qui vont un jour débarquer dans leur bureau. Ils vont commencer à avoir peur de la même fantasme qu'ils ont, le même fantasme dans la tête avec les sionistes. Parce que quand ils font ces actions, quand ils font la coopération et la collaboration, c'est pas parce que quelqu'un a des pouvoirs, parce qu'on les laisse comprendre qu'il y a derrière un pouvoir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important à se rappeler. L'autre chose par rapport à la culture, c'est la contre-culture. Ce qui on ne boycotte pas la culture, on boycotte les institutions culturelles israéliennes, on boycotte les cinéastes collaborateurs, les artistes collaborateurs, les œuvres de propagande. C'est ça que nous boycottons. Nous ne boycottons pas la culture. La preuve que nous ne boycottons pas la culture, nous travaillons avec les dissidents. La preuve, et d'ailleurs, ça c'est une façon d'envoyer un signal. D'abord, évidemment, la mise en avant de la culture palestinienne. C'est-à-dire, c'est celle-ci qui est réprimée, c'est celle-ci qu'il faut aider à mettre en avant, mais aussi les dissidents. Pourquoi? Parce qu'une des leçons de boycott de l'Afrique du Sud, c'est que dans la situation des artistes et des acteurs culturels, les leviers de pression sur eux, économiques, il est énorme de la part de l'État. C'est-à-dire, le seul moyen, c'est qu'ils trouveront intérêt, entre guillemets, à se dire, mais si mon film est bloqué à l'étranger à la diffusion, parce que j'ai reçu de l'argent et de l'aide, il vaut mieux que j'y vais dans un réseau qui permet de diffuser mes films. Donc si, par exemple, le Festival de films palestiniens de Londres a eu cette idée extraordinaire de s'appeler le Festival de films de Palestine. Pourquoi il a fait ça?
Parce que dans ce cas-là, ils ont dit, nous acceptons aussi le film des Israéliens, Israël est en Palestine, donc des Israéliens qui refusent de collaborer avec leur État sont bienvenus chez nous. C'était une façon extraordinaire de faire un appel d'air à des Israéliens pour rejoindre les BDS aussi, pour que ce soit un moment, un intérêt, c'est-à-dire les BDS est une plateforme aussi de rencontre. Armel a parlé de cette chose extrêmement importante, c'est-à-dire que quand les Israéliens disent, les autorités israéliennes disent, on va diffuser à l'étranger de la culture qui corresponde au public, et après ils se défendent en train de dire, ah, les BDS, ils veulent empêcher le dialogue. Quel dialogue? Européen. On vous amène la danse contemporaine européenne d'Israël, on vous la joue dans les théâtres de Châtelet ou on joue à Strasbourg, et c'est ça qu'on appelle la forme de dialogue, c'est-à-dire que les Européens dialoguent entre eux. Non. Le dialogue, c'est prendre cette culture opprimée, cette culture qui n'existait pas, et l'amener en disant nous ne boycottons pas la culture. Cette culture qui existe mais qu'on ne voit pas. Et qui est cette culture dans laquelle on ne l'exporte jamais. Elle est la culture, la vraie culture populaire, c'est-à-dire la grande dissidence. Qui sont les dissidents israéliens en dehors de quelques juifs israéliens ashkénazes? La dissidence, c'est les Palestiniens citoyens d'Israël, je ne parle pas de la résistance, je parle de la dissidence. Les Palestiniens citoyens d'Israël et les milieux de juifs orientaux qui se battent au quotidien pour que leurs livres soient traduits, qu'il n'y aurait pas la direction de la culture au ministère de la culture, et tout ce qui est culture orientale, tout d'un coup, rentre dans les 1,75% de budget sous les cadres de folklore. C'est ça. Et donc, faites la contre-culture. Donc, contre-culture d'un côté, la mobilisation de ceux qui peuvent influencer l'université d'extérieur, et les troisième partie qui me paraît extrêmement important dans les volets de boycott académique et culturel, c'est savoir de quoi on parle. Donc, c'est pas, nous avons fait les travaux des recherches, mais il y a un travail d'information qui est important, c'est-à-dire les outils qu'on essaie de donner. Quand on explique que l'université israélienne n'est pas une université civile au sens de liberté académique comme on l'entend, parce que justement, dans la direction des universités, il y a un pourcentage écrasant de militaires et d'industriels de l'industrie militaire et sécuritaire. Tout le monde peut comprendre que boycotter cette université, ce n'est pas porter atteinte à la recherche libre, d'une certaine manière. Et c'est ça un paradoxe entre le BDS, qui est au fond, le BDS, et je l'ai dit plusieurs fois, et certains, je dis, si vraiment le désir profond, c'est la destruction d'Israël, il ne faut pas rejoindre le BDS. Laissez les Israéliens faire tout seuls. Si l'idée, c'est de donner une chance, non pas à l'État d'Israël, je m'en fous l'État d'Israël, mais à cette minorité qui est, oui, issue du colonialisme israélien, cette minorité juive israélienne, les BDS, qu'est-ce qu'il dit? Le BDS n'est pas un mouvement révolutionnaire. C'est ça son problème, c'est ça, sa limite, mais ce n'est qu'un appel à la solidarité. Puisqu'il dit une chose extrêmement banale et simple, nous demandons aux États d'appliquer leurs propres décisions. Ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire c'est un mouvement de revendication bizarre. Habituellement, dans un mouvement de revendication, nous revendiquons appliquer notre position. Eh bien non, en BDS, nous ne demandons pas d'appliquer notre position. Nous demandons aux États d'appliquer les sanctions, nous appliquer les lois, les appliquer leurs propres décisions. Ça rappelle. Et donc c'est dans ces cas-là, et il faut sortir de l'intimidation et de l'idée d'intimidation. Et je vais le dire de la façon la plus vulgaire et brute, excusez-moi, qui est... Ça m'énerve qu'on me traite d'antisémite. Évidemment, je me bagarre contre, mais en même temps, je ne suis jamais vexé. C'est la même raison pour laquelle je ne suis jamais vexé qu'on me traite de fils de pute, parce que je sais que ma mère ne l'est pas. Et je dis toujours, ceux qui se vexent quand on l'appelle antisémite, ils doivent se poser des questions. Il y avait une dernière question, et puis après...